Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus nous rejoindre. J'ai souhaité cette communication de rentrée à un moment préoccupant et donc décisif de l'histoire de notre pays. C'est un moment d'hésitation et de trouble, et je considère que ce moment impose une clarification. On connaît le contexte de cette rentrée. La planète ne tourne pas bien. La loi internationale qui, jusqu'à maintenant et depuis des décennies, imposait que soient respectés tous les pays du monde, quelle que soit leur taille, avec des droits égaux, cette loi est bafouée. Les grands empires ont choisi désormais d'imposer leurs lois par la force militaire, avec l'assaut jamais interrompu de la Russie contre l'Ukraine, héroïque, tragédie du Moyen-Orient, depuis le pogrom du 7 octobre jusqu'aux événements qui se sont déroulés jusqu'au Liban, jusqu'à l'Iran et jusqu'à Gaza. Épreuve de force commerciale, avec une concurrence déséquilibrée et déloyale sur des centaines de productions de la part de la puissante Chine, domination avec les politiques de droits de douane unilatéralement imposées par les États-Unis de M. Trump. Et puis, épreuve de force monétaire. Il y a des dévaluations qui se présentent comme des dépréciations, mais qui ont exactement le même effet et qui faussent la concurrence. Et je pourrais continuer comme ça les scénarios multiples des épreuves de force. Et tout cela dans une indifférence au réchauffement climatique et à ses conséquences et à ses causes industrielles et énergétiques en particulier. Et puis l'Europe ne tourne pas bien non plus. Elle devrait parler d'une seule voix. Or, elle est trop souvent divisée, chacun essayant de rechercher d'abord ses propres avantages. Nous avons 450 millions d'habitants, c'est un immense marché. Nous avons cru pendant longtemps que cet immense marché pouvait s'imposer de lui-même par son seul poids. Une puissance scientifique, technologique, industrielle, mais en dépit de l'effort constant qui a été celui de la France et singulièrement du président de la République, une impuissance politique. Mario Draghi, cette fin de semaine, à Rimini, a prononcé une formule que je crois nous pouvons tous faire nôtre. Il a dit « Cet été, le rêve d'une Europe qui compte dans le monde s'est évanoui ». Et puis il y a notre pays, la France, qui est dans un dangereux paradoxe. Un pays incroyablement doué dans tout ce qui est au sommet de la pyramide de l'œuvre humaine, du savoir, des sciences, des mathématiques, de la chimie, de la génétique, de l'algorithmique, du quantique, et puis des technologies et productions de pointe. Nous savons produire des lanceurs, des fusées, des satellites, de l'électricité nucléaire avec des centrales de première force. Nous avons les armes, nous savons produire les armements les plus sophistiqués, les meilleurs avions du monde, les meilleurs hélicoptères du monde, des navires, des sous-marins, y compris nucléaires, des automobiles de qualité, pharmacie, chimie, la culture, le luxe, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et cependant,
quand on fait le bilan, un commerce extérieur en berne, parce que nous sommes dépassés dans tout ce qui est la base de la pyramide de la consommation. Paradoxe incroyable. Plus fort au sommet de la pyramide, plus faible à la base de la pyramide. Dans tout ce qui est l'équipement de la maison, l'électroménager, tout ce qui fait la vie de tous les jours. Et c'est ce paradoxe d'un pays à la pointe et à la traîne qui devrait mobiliser notre énergie et notre volonté de tous les jours pour préserver et conforter nos forces et pour corriger nos faiblesses. Et dans nos faiblesses, en dépit des efforts considérables, y compris de moyens qui ont été faits, l'éducation nationale, qui est dans les classements internationaux à la place nous ne voudrions pas le voir, et d'abord et surtout pour ce qui concerne les fondamentaux, la lecture, l'écrit, les mathématiques, et la formation des jeunes. 19% des jeunes au chômage. Ce chiffre a progressé de 2% en une année. Et cependant, paradoxe suprême, un jeune sur 5 au chômage et les entreprises ne trouvent pas de jeunes pour s'engager, pour progresser, pour prendre des responsabilités, pour construire des situations qui vont préparer évidemment l'installation dans la vie, et ne serait-ce que pour prendre la succession des commerçants et des artisans qui s'en plaignent tous. Nous devrions tous nous battre avec acharnement pour la réindustrialisation du pays, dans toutes les filières que nous avons ou que nous devrions avoir à portée de la main, et autour desquelles nous devrions rassembler les pouvoirs publics et les grandes entreprises. Alors je sais combien des efforts ont été déployés ces dernières années, pas dire le contraire, pour créer les conditions du redressement de tous ces secteurs, de l'école, de l'emploi, de la création d'activités, avec des progrès notables mais insuffisants. Voilà ce qui devrait mobiliser notre volonté, la volonté de la nation, protéger et cultiver nos incroyables atouts et corriger d'urgence nos faiblesses. On aurait tout pour cela. Mais un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même, sans retard d'aucune sorte, sans quoi l'avenir nous sera interdit et le présent durement et lourdement aggravé. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. 1000 milliards entre 2005 et 2015 et 1000 milliards entre 2015 et 2025. Alors ce sont des chiffres qu'il est absolument impossible de se représenter, sauf à avoir un ordinateur quantique à l'esprit. Mais il y a une manière de les rendre plus compréhensibles. Depuis 20 ans, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit. Alors, je sais très bien que nous avons eu des crises considérables à traverser et cet argument doit être pris en compte. On a eu les subprimes et la crise financière en 2008 et 2009. Et puis on a eu les gilets jaunes, et puis on a eu la terrible crise du Covid qui a paralysé la planète. Et puis on a eu la guerre d'annexion déclenchée par la Russie, et puis
On a eu la crise énergétique qui s'en est suivie, et puis on a eu l'inflation, et puis on vient d'entrer dans l'orage des droits de douane déclenchés par M. Trump. Et il est bien sûr normal que quand on a une crise, on essaie de passer cette crise par l'emprunt, pour passer la vague. Mais ce qui est anormal, c'est que, ayant fait appel à cette disponibilité, on ne soit jamais revenu en arrière. La dépendance à la dette est devenue, en France, chronique. Et cet argent emprunté par centaines de milliards n'a pas été utilisé comme il aurait fallu que ce soit pour investir, pour doter notre pays des meilleurs équipements, pour construire des universités, des hôpitaux, des laboratoires pour nos chercheurs. Il a été utilisé pour les dépenses courantes. Dépenses courantes qu'aucune famille pour elle-même n'envisagerait de laisser à la charge de ses enfants. De sorte que les sommes que nous devons rembourser chaque année ont augmenté année après année, dans l'indifférence générale, inexorablement. La charge de la dette va devenir cette année, le budget le plus important de la nation. Les annuités que nous devons rembourser vont être plus lourde que le budget de l'éducation nationale et que le budget des armées. Cette année. Et si on devait regarder à peu près ce que ça veut dire, cette charge de la dette représentera à elle seule plus que l'addition des budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche, du logement et de la justice. Additionné. Et ça va croître tous les ans, inexorablement si nous ne faisons rien. L'an dernier, c'était 60 milliards. Cette année, ce sera 66 milliards. L'année prochaine, en 2026, au mieux 75 milliards. Et si nous ne corrigeons pas la trajectoire en 2029, dit la Cour des comptes, 107 milliards. 107 fois 1000 millions d'euros. Et notre pays, pour voir la dimension de tout ça, notre pays au rythme de croissance qui est le sien, c'est-à-dire croissance et inflation de l'ordre de 2% par an, notre pays crée chaque année environ 50 milliards de richesses nouvelles. Sur 3 000 milliards, on produit chaque année plus que l'année précédente, c'est déjà pas rien, de l'ordre de 50 milliards. Et sur ces 50 milliards créés par les Français, 10 milliards supplémentaires chaque année sont captés par les intérêts de la dette. Ça veut dire que c'est 20% du progrès de la France qui est capté par cette charge et cette menace, qui est confisquée chaque année. Et c'est exactement la situation que trop de familles, trop d'entreprises et trop d'associations connaissent bien. C'est terrible de devoir aller chaque mois à la banque pour emprunter de quoi rembourser les mensualités des emprunts précédents. C'est terrible. Et beaucoup de Français le savent très bien. Et comme vous êtes de moins en moins solvable, vous empruntez de plus en plus cher. C'est ça le cercle vicieux. Et il n'y a aucun moyen de s'en sortir si on ne prend pas conscience de la gravité de ce risque et de cette fatalité. Alors je sais bien qu'il est beaucoup plus facile d'ignorer tout ça, de faire comme si on pouvait continuer sans rien changer, et sans rien changer en particulier à nos habitudes,
Mais si le chemin que nous choisissons est de faire semblant, de feindre que le problème n'existe pas, alors je vous le dis comme je le pense du plus profond de moi-même, nous ne nous en sortirons pas. Nous, France, tous ensemble, nous n'en sortirons pas comme État et comme société, parce que c'est notre liberté qui est en jeu, c'est notre souveraineté et notre indépendance. Car si l'on est dépendant, toutes les familles le savent, si vous êtes dépendant financièrement pour un État, c'est comme si vous êtes soumis militairement. C'est la même chose. Dépendre des prêteurs pour une famille, dépendre de la banque, parce que vous êtes menacé de saisie, pour une entreprise, parce que vous êtes menacé de redressement judiciaire, ceci n'est pas une situation qui vous permet de vous épanouir et d'être heureux. Et autant que je le pourrai, je ne laisserai pas notre pays s'enfoncer dans ce risque. Parce que c'est notre liberté qui est en jeu. Alors je ne referai pas devant vous, je l'ai déjà fait, la liste des pays qui nous entourent, qui ont été rattrapés par ce cauchemar et des sacrifices qu'ils ont dû consentir. Le Canada, des grands pays, le Canada, la Suède dans les années 90, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal dans les années 2000. Et on sait bien ce qui se passe, on coupe dans les retraites, 30% de moins dans certains pays. On coupe dans les salaires de la fonction publique, 15% de moins dans certains pays. On licencie des fonctionnaires et on augmente massivement les impôts. Dans le pays, la France, qui paye déjà le plus d'impôts. C'est ça la fatalité. C'est ça ce qui nous menace et ce sont des menaces auxquelles personne ne peut échapper. Mais non seulement ça, mais la puissance du rapport de force avec les prêteurs, ceux qui vous prêtent l'argent dont vous avez besoin. Cette puissance des rapports de force, il y a 3 ans à peine, au Royaume-Uni, nos voisins britanniques, un gouvernement pourtant conservateur, dirigé par Liz Truss, ce gouvernement a sauté en 42 jours. 6 semaines. Parce que les marchés, c'est-à-dire les prêteurs, ont considéré que les décisions que le gouvernement avait prises, décisions de baisse d'impôts et de recours massif à l'endettement, n'étaient financièrement pas viables. La Grande-Bretagne, un des plus influents des grands pays du monde, membre comme nous du Conseil de sécurité des Nations Unies et de surcroît, pour les initiés, la place forte des banques, des financiers et des boursiers, renversés en 6 semaines. La France ne peut pas ignorer ce danger. Elle ne peut pas ne rien faire. Elle court à l'accident si elle ne prend pas les décisions courageuses, mais encore possibles et supportables, qui s'imposent et que nous débattons. Alors j'entends très bien ceux nombreux parmi nos compatriotes qui disent « mais il n'y a aucune raison que ce soit à nous qu'on demande des efforts. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute des gouvernements. » Et donc c'est aux gouvernements qui se sont succédés qu'il faut demander des comptes, pas à nous. Alors il se trouve, quelques-uns d'entre vous le savent, que pendant ces 20 dernières années, je me suis battu presque toujours tout seul pour convaincre de ce risque politique les décideurs et nos concitoyens qui tous, je dois l'avouer, s'en moquaient comme de leur premier biberon. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment.
Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid. Je dis ça devant Elisabeth Borne. Aux retraités, pour quelques 600 milliards, Catherine et Astrid, 600 milliards sur les dernières années. Aux consommateurs en TVA réduite, aux fonctionnaires en salaire, aux assurés sociaux massivement, aux entreprises, c'est-à-dire aux salariés en baisse de charges. Parce que les baisses de charges, c'est pour que ceux qui n'auraient pas eu accès à l'emploi puissent trouver leur engagement dans l'entreprise sans que ça déséquilibre. Et la vérité, c'est que la dette, c'est chacun d'entre nous. Et si je m'en réfère aux interventions dans les débats parlementaires, aux interventions des parlementaires de tous bords pendant la crise, pendant les discussions budgétaires, l'immense majorité des interventions, elle était cette majorité pour demander non pas moins de dépenses, mais davantage de dépenses, chacun pour le secteur qui le concerne. Et je vois les têtes des membres du gouvernement hocher, parce que nous vivons tout cela pendant les débats. Et je dis ça, pardon de répéter une antienne, alors qu'il aurait pu y avoir une dette utile, alors que les conditions de prêt avec des taux extrêmement bas permettaient d'imaginer qu'on puisse mobiliser ces moyens pour investir. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Nous avons choisi non pas l'investissement, sauf ces dernières années à l'initiative du président de la République avec France 2030, mais pour l'essentiel, pendant des décennies, pour les dépenses courantes. Et donc, comme on dit depuis longtemps, comme les économistes savent ça très bien, la mauvaise dette chasse la bonne. Et donc la menace est là. L'explosion des taux d'intérêt, pas seulement pour l'État, mais pour chacun d'entre nous. Et ça signifie très simplement qu'il devient trop cher de construire, qu'il devient trop cher d'acheter un appartement, que le secteur du bâtiment est bloqué, avec des centaines de milliers d'emplois, qu'il est impossible d'acquérir des voitures ou d'équiper la maison. C'est ça la conséquence directe, familiale, en dehors des menaces qui pèsent sur l'État, menaces directes et familiales pour les Français. Avec une loi qu'on connaît tous très bien, les taux modérés, c'est de l'oxygène pour l'économie, et l'explosion des taux, c'est l'asphyxie générale de l'économie. Et donc, je me battrai bec et ongles, et le gouvernement se battra en prenant tous les risques pour que ce danger soit évité par le seul moyen disponible qui est à mes yeux la prise de conscience des Français. Or, ce débat, qui est vital pour notre pays, depuis des semaines a sombré dans la confusion. Et c'est pourquoi il faut une clarification. Le débat devrait être centré autour de la nécessité, je le répète, vitale, de dépenser moins et de produire plus, pour placer le pays dans la trajectoire nécessaire pour retrouver l'équilibre de la dette. Trajectoire en 4 années, jusqu'en 2029. Et ce débat a été, je le dis comme je le pense, dévoyé et déplacé. Il n'a plus été question de l'impérieuse nécessité d'agir, impérieuse nécessité à laquelle nous devons répondre, mais seulement des mesures prises une, par exemple les jours fériés. Mesures dont j'ai annoncé qu'elles étaient toutes discutables, amendables, améliorables,
avec les partenaires sociaux et avec les parlementaires au moment du débat budgétaire, parce que c'est la mission du Parlement. Ne débattre que des mesures, c'est oublier la nécessité du plan d'ensemble. Or, c'est le plan d'ensemble. Sa nécessité et son urgence, qui est la vraie question. Tous les débats exacerbés, passionnés sur les mesures, en fait, on sait bien, les débats conduisent à ne rien faire, à renoncer, et ils sont une impasse pour le pays. J'ajoute que ces derniers jours, sur ce débat, s'est greffé un mouvement de contestation radicale dont LFI et M. Mélenchon ont maintenant pris la tête, qui vise, selon leurs propres termes, à bloquer tout et à la grève générale. Il y a quelques années, M. Mélenchon avait défini sa stratégie. Pour obtenir à terme la révolution, il fallait tout conflictualiser, entre guillemets. Conflictualiser, c'est de faire de tous les sujets une guerre, un affrontement, parce que le conflit systématique mène au désordre et que le désordre abat la société. Il a revendiqué cette semaine devant ses troupes cette phrase qui a été rapportée: « Nous sommes des spécialistes dans l'organisation du bordel ». Sans jamais s'interroger sur le mal que va faire aux entreprises et aux familles cette organisation du désordre qu'il revendique au pluriel pour le 10 septembre. Et donc il n'est pas étonnant qu'ils aient été rejoints par cette parlementaire qui a prononcé cette phrase publiquement, une des phrases les plus scandaleuses de l'été, Madame Sandrine Rousseau, qui a dit « La rentabilité de l'agriculture, je n'en ai rien à péter ». Phrase qui a été prise comme un crachat au visage par tous les agriculteurs, tous les paysans et tous ceux qui les respectent et qui les aiment et considèrent qu'ils sont, ceux-là, par leur travail quotidien et par leur courage, une élite de la nation. N'avoir rien à faire de ceux qui vont trinquer, tout pour abattre ceux qui essaient de s'en sortir, et de surcroît l'enfermement dans le communautarisme, voilà où ces mouvements veulent conduire notre pays. Et cela, je le dis avec certitude, en tout cas avec ce que j'ai de conviction et de plus profond d'authenticité, cela, ce n'est pas la France. La France, ce n'est pas ceux qui veulent l'abattre par le désordre, c'est ceux qui veulent la construire par le courage et la générosité. C'est pourquoi il faut, dès cette rentrée, une clarification. Il faut que les choses soient clarifiées. Y a-t-il ou pas urgence nationale à rééquilibrer nos comptes publics et à échapper, parce que c'est encore possible, à la malédiction du surendettement qui concerne tous ceux qui nous regardent, toutes les Françaises et tous les Français, toutes les familles, et cela en choisissant une trajectoire de retour à la maîtrise de la dette en 4 ans, d'ici à 2029, en dépensant moins et en produisant plus. Voilà la question centrale. La discussion sur les mesures, sur chacune des mesures, c'est autre chose. C'est une étape différente, qu'on peut aborder différemment. Cette discussion, elle viendra après, elle ne peut venir qu'après, avec les partenaires sociaux et pendant les débats budgétaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Se recentrer sur la question essentielle, voilà la clarification. Et cette clarification, pour moi, elle est urgente. Et il y a un lieu pour cette clarification, une institution, c'est le Parlement. Dans un débat ordonné, suivi d'un vote,
et non pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances et donc en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus. Ce choix consacrera la dimension de l'effort, celui-là seul effort qui ne peut pas être écarté et qui ne peut pas être éludé si nous voulons trouver la trajectoire de la libération de notre indépendance, c'est-à-dire quelques 44 milliards de réduction du déficit, 44 milliards sur une prévision de dépenses de 1720 milliards, donc 2% d'effort. Ce choix confirmera aussi les principes que nous avons énoncés, très peu nombreux, le principe de justice dans la répartition de l'effort. Tout le monde participe, l'État le premier, tout le monde participera et les plus favorisés seront appelés à prendre leur juste part de l'effort national. Et la discussion sur chacune de ces décisions, sur chacune des mesures de ce plan d'urgence, cette discussion aura lieu ensuite, en pleine lumière, sous le regard des Français, au cours de la négociation avec les partenaires sociaux et au sein des deux chambres du Parlement. Je crois profondément, j'ai la conviction inarrachable que les Français auront conscience, prendront conscience de la gravité de la situation. J'ai la conviction qu'ils accepteront de participer à l'effort pourvu que l'effort soit juste. Mesdames et messieurs, cette clarification est la condition même du ressaisissement de notre pays. Si nous arrivons à conclure cette clarification, la France échappera aux deux écueils qui sont mortels pour notre pays. L'impuissance à retrouver l'équilibre et le désordre qui détruit tout. C'est l'essentiel qui se joue, et je voudrais vous dire que cet essentiel-là, il se joue pour ceux dont on ne parle jamais. Ceux qu'on oublie tout au long de ces débats. Et ceux, en fait, au nom de qui nous devons nous exprimer aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants. Je ne veux pas que nous leur laissions un monde écrasé de dettes, un monde dans lequel ils se trouveraient découragés parce qu'ils seraient décourageants. Je voudrais vous dire ça simplement, c'est en pensant à eux que nous devons prendre ces décisions. Eux qui ne peuvent pas s'exprimer, eux qui ne votent pas encore dans le débat, mais qui sont ceux-là même pour qui nous devons réfléchir et délibérer et choisir le chemin. Et je suis persuadé que nous devons y arriver en adultes responsables, et pardonnez-moi de ce mot, en adultes responsables et affectueux. Parce que les enfants, c'est le plus important pour construire l'avenir. Chacun, désormais, va être placé devant ses responsabilités. Le gouvernement prend les siennes pour clarifier les choses. Le Parlement aura le 8 septembre la décision entre ses mains. Et chacun s'engage devant les Français.
Et c'est là, au fond, que la démocratie prend tout son sens. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions en vous présentant chaque fois? Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Léonard Attal pour TF1 et LCI. Comment comptez-vous tout simplement obtenir la confiance de la représentation nationale sans modifier, si on a bien compris, votre copie budgétaire que vous avez présentée le 15 juillet? Est-ce que par exemple, vous êtes prêt d'ici le 8 septembre à faire un geste à la fois à destination des oppositions mais aussi des Français en, par exemple, renonçant à la suppression de 2 jours fériés? C'est à la fois pour les oppositions et pour les Français, visiblement la mesure la plus impopulaire. Je vous remercie. Peut-être vous ne m'avez pas bien écouté. Je pense que la situation aujourd'hui, elle nous impose d'agir en 2 étapes. La première étape pour clarifier les choses, c'est qu'on se mette d'accord sur la gravité de la situation et sur l'urgence. Parce que je vous le dis du fond de ce que je vois, s'il n'y a pas cet accord minimal, ça ne sert à rien. On n'y arrivera pas. Il y a des moments où on a besoin de voir la situation quand la maison brûle ou quand on est sur le point de subir un naufrage. Il faut accepter de voir la situation. Il y a un grand nombre d'intervenants dans le débat qui s'expriment comme s'il n'y avait pas de problème. Il y a un problème majeur. La question est de savoir si nous sommes d'accord pour accepter la définition de cette question. Et après, il y a les mesures. Et les mesures, elles ne sont pas imposées, jamais. Les mesures, elles sont proposées, discutées et adoptées dans une double délibération, partenaires sociaux pour les mesures sociales et parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Personne n'impose des décisions toutes faites, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. J'ai dit que toutes les mesures étaient discutables. Je l'ai dit dès le 15 juillet. Toutes les mesures sont discutables, toutes sont amendables. Après, le gouvernement prend ses responsabilités. Il dit oui, on peut avancer, ou bien je considère qu'on ne peut pas avancer, auquel cas la discussion parlementaire prend le pas. Mais la question principale, c'est de savoir si oui ou non nous sommes d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose de grave pour la France, auquel toutes les majorités ont participé sur ces 20 dernières années. Et ce quelque chose de grave, il impose que les décideurs, gouvernants, parlementaires et citoyens, au fond, prennent les décisions sans atermoiement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et s'il n'y a pas d'accord possible, alors je considère que l'action est impossible, c'est inatteignable, comme on le voit ces dernières semaines. Les débats sur toutes les mesures, celles que vous évoquez et d'autres, ces débats, ils se déroulent comme si nous avions le choix de ne rien faire. Et beaucoup de Français pensent qu'en effet, c'est pas si grave que ça. Moi, je dis avec vous et devant vous, il est impossible d'écarter cette question, sauf à trahir notre pays. Et ça se paiera très vite et très cher. Et donc, première étape, est-ce que nous sommes d'accord pour considérer que nous avons devant nous un problème d'urgence vitale? Et moi, je pense que la lucidité peut l'emporter. J'ai pas entendu. Si ce n'est pas le cas, vous partirez sans regret? C'est pas partir sans regret. La Constitution est extrêmement simple. Déclaration de politique générale, vote. Si vous avez une majorité, le gouvernement est confirmé. Si vous n'avez pas de majorité, le gouvernement tombe. Monsieur le
Premier ministre, bonjour, Thomas Soulier pour Le Parisien, aujourd'hui en France. Depuis quelques jours, on entend vos ministres dire si on tombe au mois d'octobre, ça sera le chaos financier, économique, peut-être social. Et vous-même, vous parlez de falaise ou d'Himalaya depuis des mois maintenant. En convoquant cette session extraordinaire et en l'avançant au 8 septembre, est-ce que vous ne prenez pas le risque d'avancer ce chaos, de déstabiliser les marchés financiers, de déstabiliser le monde politique et finalement d'avoir, plutôt que prévu, les effets néfastes d'une censure du gouvernement? Merci. Monsieur, c'est simple. Le risque, c'est la seule condition pour que les Français prennent conscience. On a réfléchi beaucoup pendant le courant de l'été. J'ai réfléchi beaucoup. Président de la République, on a réfléchi beaucoup. Et vous avez vu pendant tout le courant de l'été s'effacer la question de la gravité de la situation pour n'avoir plus que des discussions sur les mesures. Est-ce que c'est un risque? Oui, c'est un risque. Mais le risque supérieur, le risque suprême, c'est de ne rien faire. Le risque suprême, c'est de laisser se décomposer le débat public, la situation, de voir des affrontements, des gens qui disent on va tout bloquer, et au fond des gens qui pensent que c'est pas si grave que ça. Monsieur, c'est grave. Je peux pas le dire mieux. Et je vous signale que j'ai, depuis des mois, dit publiquement, si quelqu'un pense que c'est pas grave, qu'il vienne défendre cette position. Je n'ai vu personne défendre cette position. Personne. Aucun expert, aucun... Il y a des gens qui ont dit on va pas assez loin. On voit la difficulté. Il y a des gens qui ont dit peut-être on va trop loin. Mais personne n'a dit la situation n'est pas grave. Est-ce que les Français en ont pris conscience? Jusqu'à maintenant, à mon avis, pas tout à fait encore. Plus exactement, ils considèrent que peut-être c'est grave, mais c'est pour les autres. Pour les étrangers, dit un courant d'opinion. Pour les riches, dit un autre courant d'opinion. Or, je ne crois à aucune de ces solutions simplistes. Je pense qu'il faut la justice. Et il faut travailler cet équilibre de justice. Je pense qu'il faut que tout le monde sache que tout le monde va participer. Et c'est mon engagement. Mais rien faire, choisir de ne rien faire, c'est une condamnation. Et c'est cela que je ne laisse pas faire. En prenant des risques, parce que c'est le moyen que les Français comprennent que c'est grave. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Hugo Capelli pour BFM TV. On a bien entendu que vous avez votre feuille de route, que le 8 septembre, vous l'aviez évoqué avec le Président de la République avant de faire cette annonce. Comment est-ce que d'ici le 8 septembre, vous comptez convaincre les autres formations politiques? Est-ce que vous comptez donc sur les voix, par exemple, du Rassemblement national et de Marine Le Pen pour rester à votre poste? Est-ce que vous allez recevoir Marine Le Pen ou encore Olivier Faure et le Parti socialiste? Votre survie dépend d'eux aussi aujourd'hui. Notre survie dépend de chacun des parlementaires français. Notre survie ne dépend pas d'étiquette. Elle dépend du vote de chacun des parlementaires français. Et j'ai toujours refusé, on me l'a reproché, de faire des différences entre les parlementaires. Je pense qu'ils sont d'une égale dignité. Et je suis persuadé que tout le monde va réfléchir. En tout cas, c'est fait pour ça. Et s'il faut recevoir tous les groupes parlementaires, je suis évidemment prêt à les recevoir. Mais je ne suis pas prêt à abandonner la logique, la cohérence et l'efficacité de ce que nous avons proposé devant les Français. Parce que c'est une question de survie, de notre État, de l'image de notre nation.
et de chacune des familles. Bonjour Audrey Tison, France Info, la radio. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un point de procédure? Est-ce que vous activez bien le 49.1 de la Constitution? Et autre question, toujours sur ce que vous allez proposer le 8 septembre. Est-ce que vous recherchez un moment Mendes France? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu kamikaze? Je vais au-devant, je demande tout de suite la confiance pour pouvoir être tranquille cet automne. Madame, vous avez sur vos antennes, pendant des mois, expliqué que mon but était de ne rien faire et que le seul but qui était le mien était de durer. Précisément sur votre antenne. Et sur les autres aussi, je vous rassure. Mais comme je vous ai écouté, que j'étais là pour durer. Pour rester envers et contre tout sans rien faire. Vous vous souvenez d'avoir défendu cette thèse? Oui, j'écoute, hein, je suis un auditeur. Et donc, vous avez défendu ça. Alors aujourd'hui, vous dites, mais vous prenez un risque, est-ce que c'est pas imprudent? L'image que vous présentiez il y a quelques semaines est contradictoire avec l'idée d'un risque qui serait imprudent. Je crois qu'il y a des moments dans la vie où seule une prise de risque réfléchie peut vous permettre d'échapper au plus grave. Et puis vous dites Mendes France. Moi, je trouve que Mendes France a été pour notre pays quelqu'un qui a honoré le débat public et la conscience civique. Donc ce n'est pas un si mauvais exemple. Pardon? Il avait duré 8 mois. Oui, ça veut dire que j'ai duré plus longtemps. Et le 49.1? Oui, bien sûr, c'est le 49.1. Merci. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Martin Baumer, France Info, France Télévisions. Vous répétez que le débat doit se faire autour de la gravité de la situation et uniquement autour de la gravité de cette situation. Ne craignez-vous pas, avec ce vote de confiance, que le débat ne tourne qu'autour de votre personne, pour ou contre François Bayrou? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je m'efface? Bon. Je vais vous dire, quand vous êtes engagé, quand vous êtes un citoyen engagé et quand vous êtes un homme public, vous êtes là pour prendre vos responsabilités, pas pour vous échapper. Pas pour dire « c'est pas moi, c'est les autres ». Vous êtes là pour vous adressant à vos compatriotes. Vous êtes là pour dire voilà ce que je crois de plus profond. Et c'est peut-être parce que depuis trop de décennies, on a essayé d'échapper aux responsabilités. En choisissant les accommodements, les atermoiements, les compromis excessifs. Et en fuyant la vérité, qu'on se trouve dans la situation où on est aujourd'hui. Et encore une fois, ce que je dis là, je le dis depuis 20 ans. Parce qu'il n'y a pas d'issue à cette situation si nous ne sommes pas courageux. Et depuis le premier jour de mon engagement, j'ai essayé que les Français soient assurés qu'on ne s'échapperait pas. Olivier Bost, RTL. Monsieur le Premier ministre, vous demandez un vote de confiance à l'Assemblée nationale pour qu'ensuite des discussions s'engagent sur les mesures et vous dites que toutes ces mesures sont amendables. Prendrez-vous l'engagement de ne pas recourir pour faire adopter ensuite votre budget au 49.3, c'est-à-dire quelque part pour respecter le résultat des discussions? Je pense que ce n'est pas une idée absurde. C'est très difficile. Il est tout à fait possible que ce soit une idée qui n'est pas soutenable dans le débat. Mais, au fond de moi, il y a en effet depuis longtemps l'idée que l'épreuve de vérité du débat
on pourrait le développer sans 49.3. Il y a des moments où on ne peut pas y échapper. Mais c'est en tout cas, oui, une idée qui ne m'est pas étrangère. Bonjour, monsieur le Ça Premier vous ministre. embouche un coin. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Anthony Cortès à l'Humanité. Le mouvement Bloquons tout comme l'intersyndicale, revendique davantage de justice sociale et fiscale. Avant l'été, un rapport sénatorial a chiffré le versement des aides aux entreprises à 211 milliards d'euros par an. En 3 décennies, les 500 Français les plus riches ont vu leur fortune être multipliée par 14. Vous avez parlé vous-même d'une juste contribution des plus privilégiés. Alors ma question est simple. Comment comptez-vous mettre à contribution les entreprises et, dans un souci de justice fiscale, les plus fortunés? Alors j'ai lu attentivement le rapport du Sénat. Quand j'avais des élèves autrefois, je disais « faut pas additionner les carottes et les sèche-cheveux ». Il y a beaucoup d'additions de choses totalement étrangères les unes aux autres. Par exemple, on additionne des aides directes et des prêts. Et c'est pas la même chose. Mais j'ai dit dès le 15 juillet, ces 211 milliards, c'est beaucoup d'argent. Je sais pourquoi il a été donné souvent aux entreprises. J'ai cité tout à l'heure comme exemple la baisse des charges sociales pour les salariés les moins qualifiés, les moins près de l'emploi. Et ces aides-là, elles ont permis que des centaines de milliers de salariés entrent dans l'entreprise et dans l'emploi. Mais je suis persuadé qu'il y a en effet des réglages à faire en baissant ces sommes et en donnant en contrepartie plus de simplification. Et on a lancé ça, plus de possibilités d'action. Je pense que très souvent, les subventions, elles viennent compenser des charges que les simplifications apportent. Vous avez vu comme moi le rapport de ce grand institut européen qui dit les normes en France, le poids des normes, alors qu'ils représentent dans tous les pays qui nous entourent entre 0,5 et 0,8% de freinage, entre guillemets, de l'économie. En France, c'est 4%. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère reprendre des aides et donner plus de simplicité et plus de facilité d'action pour les entreprises. Ça, c'est une piste. Quant à la contribution des plus favorisés, c'est une question que j'ai posée le 15 juillet et que je veux traiter avec les commissions parlementaires lorsque le débat sera ouvert. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Jacques Paquet du Journal du Grand Paris. Ne pensez-vous pas dans le tableau que vous décrivez qu'il y a aussi une urgence que vous n'avez pas citée, qui est la réforme de l'État et puis celle des collectivités territoriales dans une région que je couvre, l'Île-de-France, qui bat le record de strates et dans laquelle l'État ne s'est pas désengagé. Je sais que c'est un sujet qui vous suivez. Et puis une petite question que vous avez évoquée d'une phrase, c'est la situation du logement. Pas tant celle des promoteurs, mais celle du logement. Vous avez cité nos enfants qui demain ne trouveront pas, qui déjà ne trouvent pas de logement pour vivre et pour étudier. Alors vous avez complètement raison sur cette deuxième question. La ministre du Logement était retenue dans son département d'origine pour une manifestation. Je suis absolument certain que nous avons à renouveler la politique du logement. Et elle aussi. Et c'est un engagement que je prends, bien sûr. Quant à la première question, la réforme de l'État, nous avons commencé avec la réorganisation de l'État local, où toutes les structures qui portent l'action de l'État vont être soumises à un coordinateur pour donner de la cohérence et de la clarté, qui est le préfet. Et ça a été décidé, ça traînait depuis 10 ans, nous l'avons décidé, le ministre de l'Intérieur est là, nous l'avons décidé. Nous avons pris le décret et les aménagements législatifs nécessaires vont être examinés à l'automne. Quant aux collectivités locales, à la complexité, alors, la complexité que vous décrivez en Île-de-France, je suis prêt à signer en bas de la page.
Je ne sais pas si on sera d'accord sur les solutions, mais le labyrinthe et le dédale des structures imbriquées les unes dans les autres en forme de poupées russes, je suis d'accord absolument avec vous. Je pense que ça nuit à l'efficacité, ça nuit à la lisibilité et ça coûte très cher. Mais vous observerez que nous avons déjà pris une décision importante qui est désormais à Paris, Lyon et Marseille, les électeurs pourront élire leur maire. Ce qui n'est pas un petit changement, n'est-ce pas? Et je rappelle simplement que tout le monde pensait que nous n'y arriverions pas, qu'on y est arrivé. Monsieur le Premier ministre, Frédéric Aziza, Radio J. En cas de censure le 8 septembre, vous l'avez... C'est pas une censure. Si votre gouvernement, en cas de vote négatif, tombera. On a du mal à penser qu'un nouveau Premier ministre, issu du socle commun, puisse présenter un budget différent du vôtre. Alors la logique, est-ce qu'elle serait que celui qui vous succède soit issu des oppositions ou d'aller vers de nouvelles élections, vers une dissolution? C'est une décision qui appartient au président de la République. J'ai cru entendre dire, comme ça, par des bruits qui me paraissent fondés, que le président de la République a dit que la dissolution, il avait déjà essayé. Et qu'il en concluait que ça ne clarifie pas nécessairement les choses. Si vous voulez me faire dire que nous avons en effet des progrès à faire, par exemple du point de vue du mode de scrutin, je vous donne pleinement raison. Est-ce que j'aperçois une réforme du mode de scrutin possible à court terme? Ma réponse est oui. Il faut convaincre encore une partie des responsables politiques et des mouvements politiques. Mais j'ai déjà évoqué l'idée qu'après tout, le référendum pourrait permettre de trancher cette question sans que les forces politiques soient en explosion, ce que je souhaite éviter de toutes mes forces. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mais... Bonjour, monsieur le Premier ministre. Dounia Tanour, journaliste politique pour CNews. Ce vote de confiance intervient le 8 septembre. Vous avez parlé de cette mobilisation du 10 septembre. Est-ce qu'il y a une crainte, puisque la gauche parle de victoire, est-ce qu'il y avait une crainte de votre part de cette mobilisation? Pas du tout. Vous m'accorderez que ces questions, je les développe, je les traite depuis très longtemps. Je les ai développés au mois d'avril, je les ai développés au mois de juillet, et je ne me laisse pas distraire par telle ou telle mobilisation où les Français ont le droit de manifester. Mais nous avons le devoir d'avancer. Et donc c'est cette avancée-là qui est intéressante. J'ai cru comprendre qu'il y avait des responsables politiques qui demandaient à corps et à cri une session extraordinaire. J'ai cru comprendre ça. Vous voyez que même entre gens qui ne pensent pas du tout la même chose, on peut arriver à des conclusions semblables. Je pense qu'il est capital de montrer aux Français que nous sommes capables de dépasser les antagonismes qui perpétuellement nous rendent impuissants pour se mettre d'accord au moins sur un diagnostic. Et sans cet accord minimal, la réussite est impossible. Voilà ce que je crois. C'est fini. Eh bien, je suis très content qu'on ait passé ce moment ensemble. Merci beaucoup.